Alors nous faisons notre nouvelle vidéo sur d'autres types d'ustensiles, toujours dans les lois sur l'immersion. Après avoir vu tous les cas où il y avait obligation de bénédiction, tout ce qui est en fer et tout ce qui est en verre, tous les cas où, à cause du doute, eh bien, c'est après la bracha qu'on va y associer les porcelaines, etc. Maintenant, on va parler d'autre chose, les différents types d'ustensiles, notamment les ustensiles jetables et les boîtes de conserve. En effet, les ustensiles jetables, l'ensemble des ustensiles jetables ne doivent pas être trempés, quelle que soit leur matière. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en effet, ils ne sont pas fabriqués pour une utilisation répétée. Par définition, ils s'appellent jetables. En hébreu, c'est encore plus explicite. En hébreu, ça s'appelle had perami. Had perami, ça veut dire utiliser qu'une fois. C'est ce qui correspond au jetable français. Et donc, il n'est pas commode d'y déposer des aliments à long terme là-bas. Il ne faut donc pas les tremper, même a priori. Et telle est la coutume généralement répandue. C'est ce que rapporte notamment le fameux Minchat Yitzhak dans son tome 5, au chapitre 32, paragraphe 1 et tome 8, etc. De même dans les Grottes Moshe. Bref, tous les grands poskim rapportent cet avis. Qu'en est-il maintenant des boîtes de conserve ? Lorsque nous achetons un aliment en conserve, quel que soit ce que soit un bocal ou un conserve en fer, dans une boîte de fer blanc, un bocal en verre ou autre, on pourra consommer son contenu, évidemment, bien que l'ustensile, a priori, soit constitué de matières qui sont tenues, jusqu'à preuve du contraire, de subir une immersion. Si vous avez des cornichons dans un pot de cornichons, mais le pot de cornichons, il est en verre, à ce que je sache, il n'est pas en plastique. Et en plus, il est parfois réutilisable, ce pot de cornichon. Oui ou non ? Et la même chose pour une boîte de conserve. Une boîte de conserve, bon, c'est déjà peut-être moins évident, mais quand même, vous avez des boîtes de conserve qui sont particulièrement bien, bien conçues. Et comme leur nom l'indique, elles conservent bien certains types d'aliments, soit secs, soit mouillés, enfin peu importe. Dans tous les cas, la question se pose, est-ce que, vu qu'ils ont une vraie propriété de conservation, est-ce qu'on doit, oui ou non ? En effet, une nouvelle utilisation de l'ustensile est conditionnée par la consommation totale de son contenu. Par conséquent, le statut d'ustensile ne lui sera conféré qu'après avoir été vidé une première fois. On pourra, par exemple, utiliser du café dans son bocal, comme vous avez les grands pots de Nescafé ou autres, Maxwell, on va privilégier une marque par rapport à une autre. Eh bien, tous ces cafés dans les bocaux d'origine, jusqu'à écoulement du contenu, il n'y a aucun souci. En revanche, si après avoir vidé son contenu, on désire en faire une nouvelle utilisation, pour quelque chose que l'on mange, je précise, oui, alors il faudra procéder à l'immersion du bocal, car l'ustensile est alors susceptible de recevoir l'impureté, c'est le critère de halakha, ce qu'on appelle mekabel tum'a, de contracter l'impureté. Bon, ça ne vais pas rentrer dans les règles de l'impureté ici, c'est un peu compliqué, et surtout ça n'a pas d'intérêt majeur. Pour vous, vous devez juste comprendre que pour cette raison liée à une notion de pureté et d'impureté, dès le moment où on a un ustensile en verre qui n'est pas que un emballage d'une fois, mais qui va être réutilisé comme quelque chose qui va me servir à contenir quelque chose que je vais manger, d'après certains, il faut absolument procéder au mikvé. Néanmoins, si l'on désire utiliser l'ustensile pour conserver des aliments qui ne sont pas consommables sans cuisson préalable, comme les choses notamment sèches du style les haricots blancs, le riz, les pois chiches, mais aussi différents féculents secs, est-ce que vous allez prendre vos féculents dans la boîte en question et vous allez mettre à la bouche ? Tous les féculents de cette nature, si vous les donnez comme ça à l'état naturel, c'est plutôt pour les girafes, mais pas pour nous. Vous êtes obligés de les mettre dans l'eau, vous comprenez ? Alors pour cette raison-là, on n'est même pas obligé. Bichlal, vous avez bien compris. Il ne sera pas nécessaire de procéder à l'immersion du récipient. En effet, il a été enseigné que seuls les ustensiles avec lesquels l'aliment déjà consommable entre en contact sont tenus de subir une immersion.
De plus, certains ustensiles uniquement destinés à la conservation et non à la consommation sont dispensés d'immersion. Toutefois, nombre d'illustres décisionnaires de notre époque se montrent bien plus indulgents encore que nous l'avons dit. Et ils affirment que l'intention de l'usine agroalimentaire n'étant que d'offrir au consommateur un ustensile et pas du tout quelque chose qui est là pour faire manger qui que ce soit, mais simplement de lui présenter l'aliment le plus agréablement possible. Donc, dans ce cas-là, on considérera que c'est le juif qui, par sa réutilisation, va conférer au récipient le statut d'ustensile. Et dans ces conditions, cette situation elle est similaire à celle d'un ustensile qui serait fabriqué par un juif, pour lequel on ne demande même pas de tremper au mikvé. Rappelez-vous que la raison pour laquelle on trempe au mikvé, c'est parce que ça a été fabriqué par une personne non juive ou par un idolâtre, mais pas. Mais si c'est vous qui l'avez fabriqué, en tant que juif, vous n'avez même pas besoin de tremper au mikvé. D'ailleurs, on le verra par la suite, quand on a des ustensiles, notamment de type, comment on appelle ça, les boilers, là, les koum-koum et compagnie, qui sont électriques. Et vous n'allez pas tremper tout le truc au mikvé, vous allez le cramer, vous allez le brûler. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? En général, on demande tout simplement de ne tremper que la partie éventuellement interne ou détachée qui est en fer, mais la partie qui est liée à la prise ou alors à une embouchure avec prise, cette partie-là, vous ne la trempez pas. Alors, pour les plus mahmirim, vous dévissez la base comme si vous l'aviez démonté et c'est vous qui le remontez, à condition de ne pas faire de bêtises. Et dans ce cas-là, c'est vous qui allez donner au statut son nouveau statut ayant soi-disant été fabriqué par un juif. Je dis soi-disant entre guillemets, c'est pas pour être vicelard et pour contourner la règle. C'est juste pour se casser la tête à respecter la règle dans l'esprit de la règle, c'est tout. Et surtout pour ne pas esquinter le produit en question. Il ne sera donc pas tenu de le tremper s'il désire en faire de nombreuses utilisations par la suite. Regardez ici par exemple, on a très souvent des restes pour laisser aux dots. Et les anciens qui me connaissent savent que j'ai horreur de ça, moi. Quand j'ai des choses qui sont bonnes à manger, je vais les donner tout de suite, dans les 24 heures maximum. Et si ça reste, au bout de 24 heures, 48 heures grand maximum, je les donne aux gars qui sont dans la rue. Pourvu qu'on ne jette pas. Je ne supporte pas de jeter alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim, c'est insupportable. Donc je donne. Mais des fois, c'est des choses qui peuvent tenir beaucoup plus. Des fois, c'est des choses qui sont sèches. Quand vous avez, je sais pas moi, tiens, par exemple, des trucs comme ça. Comment on appelle ça, des pistaches ou des noix de cajou. Vous n'allez pas les jeter sous prétexte que les gens n'ont pas à manger. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez dans un pot. Un pot qui est propre, qui a été nettoyé, qui a été récupéré, soit un pot de café, soit un pot de cornichon. Est-ce que j'ai besoin de le tremper au mikvé? Pas du tout. Parce que même si il est dans ce pot en question, le pot en tant que tel n'est pas c'est pas une assiette, c'est pas un endroit dans lequel je mange directement, c'est pas une fourchette, c'est pas une cuillère, c'est pas quelque chose que je vais passer sur le feu, d'accord? C'est vraiment que pour emmagasiner la chose ou pour l'entreposer ou pour, vous comprenez? Dans ce cas-là, pas besoin, comme le disent la plupart des poskim, on n'a pas besoin de le tremper au mikvé, d'accord? Cette loi s'applique d'autant plus à un ustensile en verre dont l'immersion est une injonction d'ordre rabbinique bichlal, à moins que l'ustensile en verre ait été lui-même déjà recyclé plusieurs fois, auquel cas l'ustensile a déjà été acquis par un non-juif lors des utilisations précédentes. En tout cas, de nombreux décisionnaires tranchent en faveur d'une position beaucoup plus rigoureuse. Il y a toujours ceux qui sont plus rigoureux et ceux qui le sont moins, et ils affirment que l'intention du juif importe peu en vérité dans l'histoire, et ne peut pas changer le statut de l'ustensile déjà existant. Par conséquent, après l'avoir vidé une première fois, il est tenu de procéder à son immersion. C'est ce que pense le Weizbor Yosef, mais vous voyez que le Rav, dans son souci d'honnêteté et de citer plusieurs opinions, bon, il n'hésite pas à dire une chose et son contraire. Vous voyez bien qu'on a dit le contraire il y a 2 minutes. Et là, mais c'est aussi ce qui fait sa qualité. C'est donc on a sur qui s'appuyer, qu'on fasse comme ci ou comme ça. D'accord? Toutefois, il n'est pas tenu de vider son contenu avant la première utilisation pour le tremper. Dans le cas d'un ustensile en métal, certains se montrent plus rigoureux et préconisent lors de l'achat de l'aliment d'avoir l'intention explicite d'acquérir seulement le contenu de l'ustensile et non son contenant. Et s'il s'agit d'une bouteille, ils recommandent de ne pas boire à la bouteille,
c'est jamais très joli d'ailleurs, mais seulement par l'intermédiaire d'une paille ou d'un verre. Il semble cependant que celui qui voudrait se montrer indulgent pour agir de la sorte, du fait que ces ustensiles sont de toute façon destinés à la vente, à moins que ce soit marqué échangé, consigne, vous savez, comme les anciennes bouteilles en verre. Et je crois qu'il y a encore les bouteilles en verre où la fois la consigne existe. Mais bon, tous les autres ne répondent pas à ce critère-là. En tout cas, on termine. De plus, il s'agit de boîtes de conserve. Pardon, s'il s'agit de boîtes de conserve, seule leur ouverture par le consommateur permet l'utilisation de l'ustensile aussi. Leur matière et leur forme ne lui permettent qu'une utilisation unique. Et donc, enfin, il n'est pas d'usage de laisser l'aliment dans la boîte de conserve après son ouverture car il a tendance à s'altérer. Ainsi, même selon les avis les plus rigoureux, il sera permis d'utiliser les boîtes de conserve sans immersion préalable. On pourra même cuire les aliments ou les réchauffer au bain-marie dans la boîte d'origine. Donc vous voyez que finalement, une fois qu'on a vu tous les avis, on voit que pratiquement tout est permis, à la condition qu'on est bien en train de parler d'ustensiles qui sont là que pour emmagasiner le contenu et pas pour manger directement ou boire à la bouteille. D'accord ? Bien, on parlera la prochaine fois d'un autre volet qui est la suite de ceux dont on a parlé aujourd'hui, c'est les ustensiles qui sont destinés à la conservation des aliments. C'est-à-dire qu'il y a des ustensiles dont par nature, eh bien, ils sont toujours là pour conserver. Alors, est-ce qu'on va appliquer la même logique de tolérance ou au contraire on va être un peu plus rigoureux? C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Bezat Hashem. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Il y a des questions peut-être? C'est quelle page? On s'arrête C'est à la page 285. Je vous rappelle pour ceux qui nous suivent ici que nous prenons depuis quelque temps les fondements de la cache-route du Rav Soria, du Rav Loria, pardon, du Rav Yosef Loria. Et comme je l'ai dit, à chaque fois, nous ne faisons pas tout notre programme là-dessus, mais les plus grosses parties qui nécessitent une richesse des références. C'est un Rav qui a fait ce travail de façon formidable. Il ramène toutes les références et je vous recommande de l'acheter, cet ouvrage. C'est pour ça que je le montre régulièrement. Il y a plusieurs éditions, une édition un peu plus récente qui n'est peut-être pas en cuir mais qui est blanc et de couleur, je crois, bleu. Et donc, je vous recommande de suivre la totalité du programme dans ce livre. Et même si nous, on fera que les grosses parties, il y en a d'autres qu'on ne fera pas du tout, je vous recommande de regarder dans cet ouvrage. Et si vous avez des questions précises liées à la compréhension ou l'incompréhension de ce qui est écrit, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On vous répondra dans le cadre de notre rubrique chez Elot Lara. Bonsoir à tous et à toutes.